Il y a environ 2300 ans, un homme a fait naufrage. Il a tout perdu, sa cargaison, sa fortune, la vie qu'il avait prévue. Il s'appelait Zénon de Citium, et au lieu de sombrer dans le désespoir, il est allé s'asseoir dans une librairie d'Athènes. Il a commencé à lire, à questionner, à réfléchir. Et de cette catastrophe personnelle est née une école de pensée qui allait, des siècles plus tard, sans qu'il ne le sache jamais, poser les fondations de la psychologie moderne telle qu'on la pratique aujourd'hui dans les cabinets de thérapeutes du monde entier. Cette école, c'est le stoïcisme. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, ce n'est pas une leçon d'histoire poussiéreuse sur des philosophes en toge. C'est un système psychologique d'une puissance redoutable, construit des siècles avant Freud, avant Beck, avant la thérapie cognitivo-comportementale, et qui reste, encore maintenant, l'un des outils les plus efficaces pour reprendre le contrôle de son esprit dans un monde qui semble fait exprès pour le disperser. Ce qui rend le stoïcisme différent de la plupart des courants de développement personnel qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'il ne promet rien de facile. Il ne te dit pas que tout ira bien si tu penses positivement. Il ne te dit pas que l'univers va s'aligner avec tes désirs si tu manifestes assez fort. Il te dit quelque chose de bien plus dur et de bien plus libérateur en même temps. La moitié de ta souffrance ne vient pas des événements qui t'arrivent, mais du jugement que tu portes sur ces événements. Et ça, ce n'est pas une opinion philosophique vague. C'est, littéralement, le principe fondateur sur lequel repose toute la thérapie cognitivo-comportementale moderne, celle qu'on utilise aujourd'hui pour traiter l'anxiété, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, dans des hôpitaux, avec des preuves scientifiques solides derrière. Épictète, l'un des plus grands maîtres stoïciens, ancien esclave devenu l'un des penseurs les plus respectés de Rome, l'a résumé en une phrase qui, à elle seule, mériterait d'être gravée dans la tête de chaque être humain sur cette planète. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils ont des choses. Prends un instant pour vraiment digérer cette phrase, parce qu'elle est en train de démonter, en une seule ligne, l'excuse la plus utilisée de l'histoire de l'humanité. Je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé. Non, tu es comme ça à cause de l'interprétation que tu as construite autour de ce qui t'est arrivé. Et une interprétation, contrairement à un événement du passé, peut être examinée, questionnée et changée. 23 siècles plus tard, dans les années 60, un psychiatre américain du nom d'Aaron Beck a créé la thérapie cognitive en observant exactement le même phénomène chez ses patients dépressifs. Ce n'était pas la réalité objective de leur vie qui déterminait leur souffrance, mais des distorsions cognitives, des pensées automatiques biaisées, qui interprétaient systématiquement les événements de manière catastrophique. Beck lui-même a reconnu, publiquement, sa dette intellectuelle envers les stoïciens, et particulièrement envers Épictète. Albert Ellis, le fondateur de la thérapie rationnelle émotivo-comportementale, citait lui aussi directement Épictète comme l'inspiration fondatrice de sa méthode. Ce n'est donc pas un hasard poétique si je te parle de psychologie et de stoïcisme dans la même vidéo. C'est que, historiquement, factuellement, l'un est littéralement le grand-père intellectuel de l'autre. Alors pourquoi c'est important pour toi, aujourd'hui, en cette époque de notifications constantes, d'anxiété généralisée, de comparaisons permanentes sur les réseaux sociaux? Parce que le stoïcisme ne te propose pas de fuir le monde, contrairement à ce qu'on imagine souvent à tort en pensant à un sage détaché de tout, insensible, froid. Non, le stoïcisme te propose exactement l'inverse. Rester pleinement engagé dans le monde, ressentir, agir, aimer, construire, tout en refusant de laisser ton bien-être intérieur dépendre entièrement de choses que tu ne contrôles pas. C'est un entraînement psychologique, un entraînement de l'esprit, exactement comme on entraîne un muscle, sauf que le muscle ici, c'est ta capacité à interpréter les événements de ta vie d'une manière qui te renforce, au lieu d'une manière qui te détruit. Dans cette vidéo, je vais explorer avec toi 6 grandes réflexions stoïciennes, et à chaque fois, je vais te montrer non seulement la sagesse antique derrière, mais aussi ce que la psychologie moderne a validé, scientifiquement, à propos de cette même idée. On va parler du contrôle, de la nature réelle de tes émotions, de la peur, de la mort, et de ce qui constitue, au fond, la seule chose qui mérite vraiment d'être poursuivie dans une vie humaine. Installe-toi. On commence par le principe fondateur de tout l'édifice stoïcien, celui sans lequel rien d'autre ne tient debout, la dichotomie du contrôle.
Épictète ouvre son manuel, le texte fondateur du stoïcisme pratique, avec une phrase d'une simplicité désarmante. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Dépendent de nous nos opinions, nos désirs, nos aversions, nos actions, en somme tout ce qui est notre propre œuvre. Ne dépendent pas de nous notre corps, nos biens, notre réputation, nos fonctions, en somme tout ce qui n'est pas notre propre œuvre. Ça paraît presque trop simple, presque évident, quand on le lit rapidement. Et pourtant, si tu observais honnêtement, minute par minute, l'origine de chacune de tes souffrances psychologiques quotidiennes, tu découvrirais que la quasi-totalité d'entre elles vient d'une seule et même erreur, répétée inlassablement. Tenter de contrôler, ou souffrir de ne pas contrôler, quelque chose qui n'a jamais été de ton ressort. Tu souffres de l'opinion que les autres ont de toi. Tu souffres du résultat d'un examen, d'un entretien, d'une négociation, alors que tu as déjà fait tout ce qui dépendait de toi. Tu souffres de ce qu'un partenaire, un ami, un enfant, décide de faire de sa propre vie. Tu souffres de la météo, du trafic, du comportement imprévisible d'un inconnu sur la route. Regarde bien, dans chacun de ces cas, la souffrance ne vient pas de l'événement en lui-même. Elle vient du fait que tu as, sans t'en rendre compte, placé ton bonheur, ta paix intérieure, dans une zone qui n'a jamais été sous ton contrôle. C'est exactement ce que la psychologie moderne appelle le lieu de contrôle, ou locus of control. Un concept développé par le psychologue Julian Rother dans les années 60, qui distingue les personnes ayant un lieu de contrôle interne, celles qui attribuent les événements de leur vie principalement à leurs propres actions et décisions, des personnes ayant un lieu de contrôle externe, celles qui attribuent les événements principalement à des forces extérieures, la chance, le destin, les autres, le système. Et ce que des décennies de recherche ont montré, de manière extrêmement cohérente, c'est que les personnes avec un lieu de contrôle interne rapportent significativement moins d'anxiété, moins de dépression, une meilleure gestion du stress et un sentiment de bien-être général plus élevé, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce n'est pas parce que leur vie est objectivement meilleure, c'est parce qu'elles ont appris, consciemment ou non, à concentrer leur énergie psychologique sur ce qui dépend réellement d'elles et à lâcher, réellement lâcher, ce qui n'en dépend pas. Mais attention, et c'est ici qu'on tombe souvent dans une mauvaise interprétation dangereuse du stoïcisme. La dichotomie du contrôle n'est absolument pas un appel à la passivité, à l'indifférence, à ne rien faire en se disant « je ne peux rien y changer de toute façon ». C'est même exactement l'inverse. En libérant ton énergie mentale de tout ce que tu ne peux pas contrôler, tu la concentres intégralement sur ce que tu peux réellement contrôler, tes efforts, tes choix, ta préparation, ta réaction. Tu ne contrôles pas le résultat d'un entretien d'embauche, mais tu contrôles totalement la qualité de ta préparation. Tu ne contrôles pas si l'autre t'aime en retour, mais tu contrôles totalement la sincérité et le courage avec lesquels tu t'exprimes. Tu ne contrôles pas si un projet réussit, mais tu contrôles totalement le sérieux, la rigueur, l'intensité que tu mets à le construire. Le stoïcien n'abandonne jamais l'action. Il abandonne uniquement l'attachement anxieux au résultat de cette action. Et voici où ça devient franchement radical, presque violent dans sa lucidité. La quasi-totalité de l'anxiété que tu ressens en ce moment, dans ta vie actuelle, vient probablement du fait que tu confonds en permanence ces deux catégories. Tu ressasses une conversation passée en espérant, absurdement, pouvoir en changer le déroulement. Tu anticipes un futur incertain en essayant, tout aussi absurdement, de contrôler à l'avance des variables qui dépendent de dizaines d'autres personnes, du hasard, du temps. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus grands stoïciens de l'histoire, écrivait dans son journal intime, celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de « Pensée pour moi-même », qu'il fallait chaque matin se rappeler ceci. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens indiscrets, ingrats, violents, perfides, envieux, insociables, et pourtant rien de tout cela ne peut m'atteindre si je garde clairement à l'esprit ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Un empereur, l'homme le plus puissant du monde connu à l'époque, avec une armée entière à ses ordres, se rappelait chaque matin qu'il ne contrôlait pas le comportement des autres. Si lui, avec tout ce pouvoir apparent, devait se le répéter, imagine à quel point cet exercice est nécessaire pour toi et moi aujourd'hui. En pratique clinique moderne, ce même principe est utilisé, presque mot pour mot, dans les thérapies d'acceptation,
comme l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, où l'on apprend aux patients à distinguer clairement ce qu'ils peuvent changer activement dans leur situation et ce qu'ils doivent accepter pleinement, sans lutte inutile, pour libérer leur énergie vers une action qui compte réellement. La lutte contre l'inacceptable est souvent bien plus épuisante psychologiquement que l'inacceptable lui-même. Alors, la prochaine fois que tu sens l'anxiété monter, pose-toi honnêtement cette seule question, la question stoïcienne par excellence. Est-ce que ce qui me préoccupe en ce moment dépend réellement de moi? Si la réponse est oui, alors agis, immédiatement, concrètement. Si la réponse est non, alors ton seul travail, le seul travail qui te reste, c'est d'apprendre à lâcher pleinement ce que tu ne peux, de toute façon, absolument pas changer. Passons maintenant à une idée encore plus dérangeante, encore plus difficile à accepter pour la plupart des gens. Tes émotions ne sont pas des réactions directes aux événements. Elles sont des jugements que tu portes sur ces événements, et ces jugements, contrairement à ce qu'on croit instinctivement, peuvent être examinés, questionnés et transformés. Les stoïciens appelaient les émotions perturbatrices des pathés, un mot qu'on traduit souvent, un peu maladroitement, par passion, mais qui désigne en réalité des jugements erronés sur la valeur des choses. Pour eux, la peur n'est pas une réaction automatique à un danger réel, c'est le jugement que tu portes, à savoir que cette chose est un mal terrible et que tu es incapable d'y faire face. La colère n'est pas une réaction automatique à une injustice, c'est le jugement que la personne en face aurait absolument dû agir autrement, et que cette transgression mérite ta souffrance. Retire le jugement, disaient les stoïciens, et l'émotion perturbatrice s'effondre d'elle-même, parce qu'elle n'avait jamais d'existence indépendante de ce jugement. Ça peut sembler contre-intuitif, presque insultant même, quand on souffre réellement, de se faire dire « ce n'est qu'un jugement ». Mais regarde ce que la psychologie moderne, avec des décennies de recherches neuroscientifiques et cliniques, a fini par confirmer très précisément cette intuition antique. La théorie de l'évaluation cognitive, développée notamment par le psychologue Richard Lazarus dans les années 70, a démontré expérimentalement que ce n'est jamais l'événement en lui-même qui déclenche une émotion, mais l'évaluation cognitive, souvent instantanée, presque instinctive, que notre cerveau fait de cet événement, en fonction de nos croyances, de nos valeurs, de notre histoire personnelle. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement, perdre le même emploi par exemple, et l'une va s'effondrer en pensant « ma vie est terminée, je ne vaux plus rien », tandis que l'autre va penser « c'est une opportunité de faire enfin ce que je voulais vraiment faire ». Même événement, deux évaluations radicalement différentes, deux vécus émotionnels radicalement différents. C'est exactement le principe fondateur de la thérapie rationnelle émotivo-comportementale d'Albert Ellis, résumé dans son fameux modèle ABC. A pour Activating Event, l'événement déclencheur. B pour Belief, la croyance ou l'interprétation qu'on a de cet événement. C pour Consequence, la conséquence émotionnelle et comportementale. La plupart des gens pensent, à tort, que A cause directement C, que l'événement cause directement l'émotion. Ellis, exactement comme Épictète des siècles avant lui, insistait sur le fait que c'est B, la croyance, qui est le véritable médiateur entre l'événement et l'émotion. Et parce que B peut être identifié, examiné, débattu, disputé, on peut transformer C, la conséquence émotionnelle, sans avoir besoin de changer A, l'événement lui-même, ce qui est souvent impossible de toute façon, puisqu'il appartient déjà au passé ou dépend de facteurs hors de ton contrôle. Ce que ça signifie concrètement pour toi, aujourd'hui, c'est absolument révolutionnaire si tu le laisses vraiment infuser. Tu n'es pas condamné à ressentir automatiquement ce que ton premier réflexe émotionnel te dicte. Tu as la capacité, entraînable comme un muscle, d'intercepter ce jugement automatique, de l'examiner à froid et de le remplacer par une évaluation plus juste, plus nuancée, moins catastrophique. Ce n'est pas de la suppression émotionnelle, attention. Ce n'est pas se forcer à sourire en niant ce qu'on ressent, ce qui serait toxique et contre-productif. C'est un examen honnête de la validité du jugement qui a produit l'émotion en premier lieu. Est-ce que cette situation est vraiment catastrophique? Ou est-ce que je viens d'utiliser le mot « catastrophe » pour quelque chose qui est en réalité désagréable, mais parfaitement surmontable? Est-ce que cette personne a vraiment voulu me blesser intentionnellement? Ou est-ce que je viens de lui prêter des intentions que je n'ai, en réalité, aucune preuve solide de posséder?
Parlons maintenant d'un autre outil stoïcien absolument central, et qui, lui aussi, a des racines profondes en psychologie clinique moderne. La visualisation négative, ou préméditatio malorum, la préméditation des malheurs. Les stoïciens conseillaient, chaque matin ou avant d'entreprendre quelque chose d'important, d'imaginer délibérément que les choses puissent mal se passer, que le voyage soit annulé, que l'être aimé puisse un jour ne plus être là, que le projet puisse échouer. Ça paraît au premier abord être une recette parfaite pour l'anxiété, l'exact opposé de ce qu'on nous conseille habituellement de faire, qui est de penser positivement, de visualiser uniquement le succès. Et pourtant, la recherche psychologique moderne sur l'adaptation hédonique, ce phénomène par lequel on s'habitue extraordinairement vite à ce qu'on possède et on cesse d'en ressentir de la gratitude, montre que la visualisation négative, utilisée correctement, produit exactement l'effet inverse de ce qu'on redoute. Au lieu de générer de l'anxiété, elle génère de la gratitude, une gratitude profonde et renouvelée pour ce qu'on possède déjà et qu'on tenait jusque-là pour totalement acquis. Sénèque écrivait à son ami Lucilius que rien n'arrive de mal à celui qui a prévu la possibilité de tout ce qui pourrait arriver. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une forme d'inoculation psychologique, un concept que la psychologie moderne reconnaît aujourd'hui sous le nom de Stress Inoculation Training, développé notamment par le psychologue Donald Meichenbaum, où l'on expose délibérément, progressivement, l'esprit à des scénarios difficiles, dans un cadre contrôlé et sécurisé, précisément pour réduire la réaction de panique le jour où ces scénarios, ou des scénarios similaires, se produisent réellement. C'est aussi, fondamentalement, le principe sur lequel repose la thérapie d'exposition utilisée pour traiter les phobies et l'anxiété. Plutôt que d'éviter la source de la peur, ce qui la renforce paradoxalement à long terme, on s'y confronte progressivement, mentalement d'abord, pour désamorcer son pouvoir de sidération. Et c'est ça concrètement, dès ce soir. Avant de t'endormir, prends 2 minutes pour imaginer, sans complaisance mais sans dramatisation excessive non plus, que demain pourrait être ton dernier jour avec les personnes que tu aimes. Que ce travail que tu trouves ennuyeux aujourd'hui pourrait te manquer terriblement si tu venais à le perdre. Que ce corps qui te semble parfois insuffisant, imparfait, pourrait un jour ne plus te permettre de marcher, de courir, de serrer quelqu'un dans tes bras. Ce n'est pas un exercice morbide. C'est, très concrètement, l'un des outils psychologiques les plus puissants qui existent pour restaurer, presque instantanément, une gratitude que le confort et l'habitude ont fini par totalement anesthésier en toi. Passons maintenant à l'un des exercices mentaux les plus puissants et les plus poétiques que les stoïciens nous aient légués, la vue d'en haut, ce que Marc Aurèle appelait la contemplation depuis les hauteurs. L'exercice consiste à imaginer, mentalement, s'élever au-dessus de sa propre situation, au-dessus de sa ville, de son pays, puis de la planète entière, pour observer sa propre vie, ses propres tourments, ses propres disputes, depuis une distance cosmique. Vu depuis cette hauteur, le collègue qui t'a manqué de respect, la dispute que tu as eue hier, l'inquiétude qui t'occupe l'esprit depuis des jours, tout ça devient soudain minuscule, presque insignifiant, un point à peine visible dans l'immensité du temps et de l'espace. Ce n'est absolument pas un exercice de nihilisme, de « rien n'a d'importance donc rien ne compte ». C'est exactement l'inverse. C'est un exercice de recalibrage psychologique, de remise en perspective. La psychologie moderne appelle ça le self-distancing, la mise à distance de soi-même, un mécanisme étudié en profondeur par la psychologue Ethan Kross et son équipe, qui ont démontré, dans de nombreuses études, que le simple fait de prendre du recul mental face à une situation stressante, que ce soit en se parlant à soi-même à la 3e personne ou en imaginant la situation depuis un point de vue extérieur, réduit de manière mesurable l'activation des zones cérébrales associées à la détresse émotionnelle et améliore significativement la capacité à raisonner clairement au lieu de ruminer. Ce même principe se retrouve aussi, presque à l'identique, dans les thérapies de 3e vague, notamment dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, sous le nom de diffusion cognitive. Cette capacité à observer une pensée comme un simple événement mental qui passe, plutôt que comme une vérité absolue à laquelle on doit s'identifier totalement. Quand tu es complètement fusionné avec une pensée anxieuse, tu es cette pensée, elle t'engloutit entièrement. Quand tu apprends à prendre de la distance, tu deviens capable d'observer cette pensée, de la regarder passer, un peu comme un nuage dans un ciel immense, sans te laisser emporter par elle.
La vue d'en haut stoïcienne est, littéralement, une technique de diffusion cognitive appliquée à l'échelle cosmique, 2000 ans avant que la psychologie ne lui donne un nom clinique. Parlons maintenant de ce qui est probablement le sujet le plus tabou, le plus soigneusement évité dans notre société contemporaine, mais qui occupait pourtant une place centrale, quotidienne, dans la pratique stoïcienne, la mort. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens ne fuyaient pas cette pensée. Ils la cultivaient délibérément, chaque jour, non pas pour se plonger dans la morbidité, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel sur le fonctionnement de l'esprit humain. Rien ne rend une vie plus précieuse, plus urgente à vivre pleinement, que la conscience aiguë de sa finitude. La psychologie contemporaine, à travers ce qu'on appelle la théorie de la gestion de la terreur, ou Terror Management Theory, développée par les psychologues Jeff Greenberg, Sheldon Solomon et Tom Pujinski, a montré que la plupart de nos comportements, y compris beaucoup de nos comportements les plus autodestructeurs, comme la consommation compulsive, la quête effrénée de statut, l'obsession du paraître, sont en réalité des mécanismes de défense inconscients contre l'angoisse existentielle liée à notre propre mortalité, que nous refoulons plutôt que d'affronter directement. Or, ce que ces mêmes chercheurs ont également découvert, c'est que confronter consciemment, sereinement, l'idée de sa propre mort, plutôt que de la fuir désespérément, produit un effet paradoxal mais extrêmement bien documenté. Une clarification radicale des priorités, un recentrage immédiat sur ce qui compte réellement, une diminution significative de l'anxiété liée aux détails insignifiants du quotidien. Sénèque écrivait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les entreprendre. C'est parce que nous n'osons pas les entreprendre qu'elles nous semblent difficiles. Et il ajoutait que la vraie tragédie n'est pas de mourir un jour, mais de mourir sans avoir jamais vraiment vécu, en ayant passé son existence entière dans les préparatifs d'une vie qu'on n'a finalement jamais commencé à vivre pleinement. Combien de personnes, autour de toi, ou peut-être toi-même, remettent perpétuellement à plus tard, à après la retraite, à quand les enfants seront grands, à quand ce sera le bon moment, ce qui compte réellement pour elles, comme si le temps était un stock illimité auquel on pouvait puiser indéfiniment. Ce qui nous amène directement à ce qui constitue véritablement le cœur, le noyau absolu de toute la philosophie stoïcienne, la chose sans laquelle tout le reste ne serait qu'une collection de techniques de gestion du stress sans direction, sans boussole. La vertu comme seul bien véritable. Les stoïciens affirmaient quelque chose de radical, presque choquant pour notre époque obsédée par la richesse, le statut, l'apparence. La santé, la richesse, la réputation, le plaisir, ne sont ni des biens ni des maux en eux-mêmes. Ce sont des indifférents, certes préférables pour certains d'entre eux, mais totalement neutres du point de vue de ce qui constitue une vie véritablement bonne. La seule chose qui soit un bien absolu, disait-il, c'est la vertu, c'est-à-dire agir avec sagesse, avec justice, avec courage, avec tempérance, quelles que soient les circonstances extérieures, favorables ou défavorables. Alors voici ce que je te propose, très concrètement, pour clore cette réflexion. Ce soir, prends un carnet, un vrai carnet papier si possible, parce que l'écriture manuscrite ralentit la pensée et l'ancre plus profondément que la frappe rapide sur un écran. Écris 3 choses. D'abord, une situation actuelle dans ta vie qui te préoccupe, et demande-toi honnêtement, en toute rigueur, quelle part de cette situation dépend réellement de moi et quelle part n'en dépend absolument pas. Ensuite, une émotion forte que tu as ressentie récemment, et essaie de remonter jusqu'au jugement précis qui l'a produite. Quelle croyance ai-je tenue pour vraie, dans l'instant, pour ressentir cette émotion aussi intensément? Enfin, un obstacle actuel dans ta vie, et demande-toi quelle vertu précise, quelle qualité de caractère cet obstacle t'invite concrètement à développer, s'il te prenait au sérieux, plutôt que de le subir passivement. Fais cet exercice, non pas une seule fois par curiosité, mais chaque soir, pendant 30 jours consécutifs. Les stoïciens n'ont jamais prétendu que la sagesse s'obtenait en écoutant une vidéo, aussi longue et argumentée soit-elle. Ils la considéraient comme une pratique, un entraînement quotidien, exactement comme un athlète ne devient pas fort en regardant une seule séance d'entraînement, mais en répétant, jour après jour, les mêmes gestes fondamentaux, jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. La citadelle intérieure dont je te parlais plus tôt ne se construit pas en un jour.
Elle se construit pierre par pierre, jugement examiné après jugement examiné, jusqu'au jour où, face à la tempête, tu te rendras compte que tu es resté debout, calme, lucide, exactement là où, autrefois, tu te serais effondré. Il reste une dernière dimension du stoïcisme dont on parle trop peu, parce qu'elle contredit frontalement l'image caricaturale du stoïcien froid, isolé, détaché de tout lien humain. Les stoïciens n'ont jamais prôné l'isolement. Bien au contraire, ils ont développé un concept d'une puissance psychologique immense, presque prophétique par rapport à ce que la recherche contemporaine sur le bien-être découvre aujourd'hui. La sympatheia, ce sentiment d'interconnexion profonde entre tous les êtres humains, et l'idée de la cosmopolis, la cité du monde, cette conviction que chaque être humain, quelle que soit sa nationalité, sa classe sociale, sa richesse, appartient fondamentalement à la même communauté universelle, méritant le même respect, la même considération.